Bonjour à vous Youssef Indy, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jean-Michel. Nous allons parler des élections américaines, de ce tremblement de terre, de ce séisme de magnitude 9 sur l'échelle de Richter, des sondages et des sondés. Il n'est pas trop tard, on peut commencer déjà à voir se dessiner quelques grandes lignes de force. Nous allons nous efforcer d'avoir plutôt un dialogue qu'un entretien classique, avec un qui pose des questions, l'autre qui répond, puisque la matière est extrêmement riche. Voilà. Youssef, alors, première impression, première réaction, que dire sur cette élection? Il y a des Himalayas, mais que dire? On peut commencer par dire que la propagande américaine, la propagande médiatique des grands médias américains et occidentaux la propagande a été complètement démentie par les faits. On nous avait expliqué que Trump était le candidat des petits blancs sous-éduqués, alors qu'au lendemain de l'élection, même le New York Times a été obligé de l'admettre. Il y a eu une étude sociologique post-électorale qui a démontré le contraire systématiquement. On nous a dit que les femmes voteraient massivement pour Hillary Clinton, c'était faux. On nous a dit que c'était des petits blancs sous-éduqués qui avaient voté Trump, c'est faux. Il a eu une part importante des éduqués supérieurs. On s'est rendu compte que Hillary Clinton était la candidate à la fois des moins riches et des plus riches, et que donc Trump était le candidat de la classe moyenne, c'est-à-dire la catégorie socio-économique qui est véritablement frappée par la globalisation économique. Donc la conclusion est la suivante: Trump n'a pas été le candidat raciste et racialiste, c'est plutôt Hillary Clinton qui l'a été, puisque cette candidate de l'oligarchie a fait toute une campagne pour contrer les thématiques socio-économiques en essayant d'imposer des thématiques à la fois raciales et sociétales, alors que lui, Trump, il a gagné parce que justement il a mené une campagne essentiellement sur des thèmes socio-économiques, en pointant du doigt la globalisation économique, le libre-échange, le système financier qui mine l'industrie américaine, et il a aussi fait une campagne isolationniste. Alors ce que je peux dire pour conclure et vous passer la parole, c'est que Trump a réussi à formuler de manière simple pour la masse les préoccupations du peuple américain, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il a combattu à la fois la globalisation économique et l'impérialisme américain, et ce sont deux thématiques qui sont couplées, puisque si les États-Unis veulent se régénérer, ils doivent abandonner leur aventure impériale, se recentrer, revenir à une politique isolationniste, et aussi abandonner le libre-échange globalisé, puisque c'est ce libre-échange qui a miné l'industrie américaine à partir des années 1970. Alors, beaucoup de réactions à votre propos, cher Youssef. Je repars sur la fin, sur le libre-échange, vous avez raison, désindustrialisation, perte de l'emploi et écrasement du pouvoir d'achat, et le pouvoir d'achat qui n'a été financé, il faut bien le dire, que par la dette. Exactement. Et 2008, cette crise majeure, équivalente ou supérieure à 1929, est une crise de la dette, de l'endettement des ménages, des familles, etc. Donc là, je crois qu'il faut sortir du cercle vicieux, il faut donner un coup d'épingle dans l'immense baudruche de la financiarisation de l'économie. C'est ce qu'a essayé de faire Trump. Alors nous verrons tout à l'heure s'il y parviendra. Je reviens maintenant au début de votre propos. Les petits blancs, il faut dire même les vieux blancs, c'est apparemment la catégorie la plus méprisée par Clinton et compagnie, qui parlait d'ailleurs de l'électorat de Trump. Elle a utilisé le mot de pitoyable. Donc on voit le mépris de ce membre de l'establishment à l'égard des vieux blancs. Les vieux blancs, c'est 50 ans et plus, qui sont au fond la catégorie achetée, puisque le sel de la terre, c'est toute l'écume qui peut déferler à partir du tiers-monde. Et quand je dis cela, rien de péjoratif de mon côté, mais on sait très bien que les mouvements d'immigration massive sont organisés pour noyer, pour submerger littéralement les vieux peuples d'Occident. Et dans les vieux peuples
peuples d'Occident, c'est l'Europe et l'Amérique du Nord, de façon à reconstruire une société, à faire un magma humain universaliste, vous le savez, pour mieux établir cette gouvernance mondiale que les messianistes oligarchiques attendent et appellent de leur vœu. Alors, également, la campagne, et là je ne vais pas aller tellement plus loin, la campagne de Trump, anti-Trump a été extraordinaire. 194 médias sur 200 étaient en faveur de Clinton, qui n'ont pas ménagé tous les épithètes, les qualificatifs, puisque Trump était un arriéré mental, alors que de toute évidence ce n'est pas le cas. Trump n'est ni un idéologue, ni un doctrinaire, c'est un pragmatique et un réaliste. Mais ça, on n'en veut pas. On veut en fait des idéologues. C'est un thème que nous pourrions débattre plus longuement une autre fois sur l'essence même du politique aujourd'hui. Là, on voit bien qu'il y a une cassure. Ce sont deux mondes qui sont opposés. Le monde des idéologues, avec la théorie du gender, la théorie du genre qui n'existe pas, puisque au fond, Madame Clinton s'est appuyée exclusivement sur des minorités sexuelles, minorités ethniques, pour ne pas dire raciales, donc à contresens même de l'idée démocratique de la direction par une majorité, du peuple souverain majoritaire. Donc ce sont les minorités et les minorités proactives qui, dans l'esprit de Madame Clinton, devaient l'emporter. Ce sont tous les clichés les plus éculés, ce qu'on appelle les stéréotypes, notamment les stéréotypes avilissants qui ont été appliqués à Trump, racistes, sexistes, puisque, désolé, mais les femmes ne sont pas une minorité, mais dans l'esprit de Madame Clinton, elles sont considérées comme une minorité opprimée. Donc racistes, sexistes, xénophobes, homophobes et vulgaires. Hein. On a dit qu'ils étaient vulgaires et en plus incultes. Bon, c'était la totale. Eh bien, pour une fois, le peuple a montré qu'il ne se laissait pas, que la lobotomisation par les médias ne marchait plus. Il est tout à fait significatif que dans un pays comme les États-Unis, où la question raciale a été constitutive de la construction de la démocratie américaine, il est tout à fait significatif que dans ce pays-là, ces thèmes n'aient pas pu accrocher. C'est-à-dire que la crise économique qui frappe les États-Unis est tellement profonde que les Américains ont réussi, en tout cas pour cette élection-là, à dépasser ces thématiques-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que déjà dans le camp démocrate, on a eu une sorte de Trump. C'était le Bernie Sanders qui déjà mettait en avant les mêmes thématiques que Trump sur la globalisation économique. Il était plutôt protectionniste et isolationniste. Donc il faut voir l'émergence. Il ne faut pas se focaliser sur la personnalité de Trump, mais plutôt sur sa signification. C'est pour ça que dans un article récent que j'ai écrit, mais beaucoup d'autres ont fait ce parallèle historique entre la chute du mur de Berlin et l'élection de Trump. 27 ans auparavant. Et quasiment jour pour jour. Jour pour jour, voilà, le même jour. Jour pour jour, c'est très intéressant. Donc on peut dire que Trump a acté la fin de la globalisation économique, du libre-échangisme globalisé, tout comme la chute du mur de Berlin a acté la fin de l'URSS et du communisme international. Alors je ne dis pas que, faut insister là-dessus, ce n'est pas la Maison Blanche qui pilote la machine impériale, cette énorme machinerie. Quand Trump entrera à la Maison Blanche, il ne va pas bouleverser la politique américaine. Mais ce que je pense, c'est qu'on est à un tournant historique et idéologique. Et ce que je dis, c'est que les structures étatiques et surtout impériales, dans ce cas-là, sont sous-tendues par l'idéologie. Si l'idéologie meurt, obligatoirement, ça aura une répercussion sur la réalité matérielle et donc sur la géopolitique américaine et sur l'économie, la politique économique américaine future. Comment ça va se traduire? On va pas jouer les oracles ici, mais ce que je pense, c'est que il va y avoir un réajustement, ce qu'a appelé Brzezinski cette année même, un réalignement global. C'est ce qu'il a proposé, un réalignement global de la géopolitique américaine. J'ai analysé son texte que j'ai
donc dans un article, j'ai étudié son texte, et c'était très frappant parce que ce Zbigniew Brzezinski, qui est une des têtes pensantes de l'impérialisme américain, a reconnu cette année même, en 2016, que les ambitions impérialistes américaines n'avaient plus de sens, étant donné la recomposition géopolitique due à l'émergence, à la réémergence de puissances comme la Russie et la Chine. Et ce qu'il propose, Brzezinski, et là c'est intéressant, et ce que j'ai dit, c'est que peut-être que Trump va se rapprocher de cette nouvelle ligne géopolitique, c'est de éviter l'affrontement contre la Russie et la Chine et dealer, c'est-à-dire proposer un accommodement géopolitique à la Russie et un accommodement plus sur le plan économique à la Chine, en palliant, il faut bien le dire, en palliant sur de l'émergence future de conflits entre la Russie et la Chine. Voilà, c'est ce qu'il propose. Souvenons-nous de Machiavel. Je suis obligé de me regreffer sur ton propos, cher Youssef. Machiavel qui voyait les deux côtés du pouvoir, qui étaient le côté du lion et le côté du renard. Brzezinski restera certainement dans l'histoire comme l'un des penseurs les plus puissants du XXe siècle et du début du XXIe siècle, parce qu'il anticipe. Et le discours, ou plutôt les analyses auxquelles vous faites référence, précèdent l'élection de Trump. Oui, c'est un homme qui voit loin. C'est lui-même, s'il a une certaine époque, avec des pions sur l'échiquier, théorisé l'encerclement... Le grand échiquier. Son livre, c'est Le Grand Échiquier. Le pion sur l'échiquier, c'est notre... Oui, c'est vrai. Avec Le Grand Échiquier, théorisé l'encerclement de l'espace continental eurasiatique. Il est allé bien au-delà par la suite, et récemment, on peut penser que c'est lui qui a été derrière la politique de réouverture à l'égard de l'Iran et du désengagement, alors que Brzezinski est d'origine juive, comme il est d'usage de dire. Franquiste, polonais, sa famille était franquiste, oui, a immigré aux États-Unis au XIXe siècle. Donc proche, j'imagine, des grands pouvoirs financiers, des grandes... Proche de David Rockefeller. Proche de David Rockefeller, qui lui n'est pas juif à ma connaissance. Donc des grandes synarchies financières ou des grandes cryptarchies, mais c'est un homme qui a une vision qui va très au-delà de ce que l'on peut imaginer, concevoir de façon assez étroite. La meilleure preuve, mais c'est inscrit depuis longtemps. Je lisais un livre d'Henri Massis, voyant qu'en fait la véritable politique de l'Amérique, et peut-être que Brzezinski a lu Henri Massis, en 1944, ça s'appelait le découvrir ou comment les Russes vivent, livre de géopolitique tout à fait remarquable, voyant qu'en fait la seule dimension politique, géopolitique, la seule préoccupation des États-Unis, c'était la Chine. Alors que la guerre n'était pas achevée, que le livre avait été écrit en 1943. Mais il y avait des visionnaires, comme j'ai souvent cité James Burnham, Henri Massis, que je viens de découvrir, fait partie de ces gens qui voyaient beaucoup plus loin que la ligne, au-delà de la ligne d'horizon. Alors, vous avez souligné, Youssef, que après le mur de Berlin, c'est le mur, ce qu'on appelait d'ailleurs le mur de l'argent, qui vient d'être percuté de plein fouet par le bulldozer Trump. Alors je ne sais pas s'il va s'effondrer. On avait dit après le Brexit que plus rien n'irait. Là on avait dit que les bourses allaient collapser. Les bourses ont bondi vers le haut. Alors certains analystes nous diront qu'il faut attendre le vote des grands électeurs le 19 décembre. Enfin je vois pas les grands électeurs, même si aujourd'hui il y a des appels des appels formidables à travers les États-Unis, des pétitions qui circulent sur change.org pour que les grands électeurs ne votent pas. C'est arrivé une seule fois dans l'histoire américaine avec le président Johnson, mais c'était les grands électeurs de Virginie, et pour des raisons alors là strictement racialistes, et c'était au milieu du 19e siècle. Donc ça ne s'est pas vu, ça s'est vu une seule fois dans l'histoire des États-Unis. Donc le 19 décembre, les grands électeurs, quels que soient les appels à la sédition,
un appel à la sédition voteront pour Donald Trump. Après l'investiture du 20 janvier, on verra si les bourses se maintiennent, mais il n'y a pas de raison qu'elles ne le fassent pas. Ces gens sont, comme Trump, des pragmatiques, des réalistes, et ils se mettent dans le sillage aujourd'hui qui a été ouvert. Trump a été élu, c'est un fait, et on tient compte de ce fait. Alors le mur de l'argent, comme j'ai dit, a été percuté de plein fait. Il a peut-être été un peu ébranlé, mais n'oublions pas notre cher monsieur Hollande qui disait « je n'ai qu'un seul ennemi, c'est la finance ». Lui, ça n'a pas duré très très longtemps. Il est sûr, mais nous allons peut-être y venir, Trump devra mettre de l'eau dans son vin ou dans son whisky, mettre beaucoup de glaçons. Il fera des concessions. On a dit qu'il en faisait déjà avec l'Obamacare, mais il n'y a qu'à la télévision française, on croit que l'Obamacare était une réussite fabuleuse. On sait que dans les classes moyennes, puisque c'est une assurance, si j'ai bien compris, c'est privé en fait. Une assurance privée et obligatoire. Pour acheter un tube de dentifrice ou plutôt un tube d'aspirine, on dépensait presque la totalité de son revenu mensuel. L'Obamacare est une catastrophe. Donc il avait dit qu'il l'abrogeait, oui, bon, il va peut-être l'aménager, si tant est que ça soit aménageable, mais encore une fois, il n'y a que chez les idéologues, les idéocrates au petit pied de nos télévisions, l'Obamacare était l'hostie de la communion. Enfin là on nage en plein délire. Ces gens feraient bien d'aller voir aux États-Unis la réalité. Alors, je termine là-dessus en disant que nous avons assisté à un véritable basculement au sens étymologique, basculement, cul, le cul par-dessus tête, et il y a eu, comme vous l'avez bien souligné, dans le discours de rupture de Trump, il y a une rupture dans le discours. Alors je ne sais pas si on pourra revenir en arrière, mais là cela marque une étape. D'abord, une insurrection par les urnes, montrant que au fond, les foules ne sont plus dupes des médias, du discours politiquement correct, et même qu'elles ont exprimé leur rejet, et un rejet absolu, un rejet magistral. Une claque pour M. Obama, qui s'est investi dans la campagne au-delà du raisonnable, une claque pour tous les guignols européens, à commencer par M. Hollande, Merkel et compagnie. C'est intéressant quand d'analyser un petit peu l'attitude de Hollande. Au lendemain de l'élection de Trump, il s'est attaqué directement, il a mis un peu d'eau dans son vin, mais il a tenu un discours assez brutal vis-à-vis du nouveau président des États-Unis, de la première puissance mondiale, alors que la France est soumise à l'empire américain. Et en fait, ça a mis en évidence une réalité, c'est-à-dire que Hollande et les autres dirigeants de l'Union européenne, Allemagne compris, Bruxelles compris, ne font pas allégeance au président des États-Unis, à la Maison-Blanche, mais ils font allégeance à une oligarchie, l'oligarchie qui pilote l'appareil impérial américain. Donc l'État profond. Voilà, l'État profond, c'est-à-dire que demain, Trump aura à faire face à une machine impériale qui est soutenue même par les vassaux de cette machine impériale. Donc ce qui peut sauver le mandat et la vie de Trump, c'est un alignement, par exemple, sur la ligne de Brzezinski, c'est-à-dire, je pense qu'il ne peut pas mener une politique en se mettant à dos toutes les composantes de l'oligarchie. Et je pense qu'il devrait éviter de se mettre à dos la composante de l'oligarchie qui est derrière Brzezinski, qui sont des impérialistes ontologiques, mais qui sont des pragmatiques. Et ça peut aussi le protéger du lobby pro-israélien qui, lui, cherche à tout prix à pousser les États-Unis dans leur aventure impériale. Autre chose, deuxième point, l'élection de Trump peut être une amorce à entre guillemets, à une révolution populiste en France et dans le reste de l'Europe. Si les Français à la prochaine élection et le reste de l'Europe, on a déjà évoqué
la Bulgarie et la Moldavie. Donc on commence à voir qu'il y a des pions qui sont en train de basculer du côté russe actuellement. Si l'Europe de l'Est arrive à se sortir, ça va pas être simple, de l'étau impérial OTAN-Union européenne, ça laissera paradoxalement une grande marge de manœuvre politique à Trump aux États-Unis même. Vous venez d'évoquer la Moldavie qui ne fait pas partie de l'Europe, qui était déjà qui lorgnait vers Moscou, mais là maintenant les choses sont claires. Vous remarquez que nos médias on fait passer ça dans l'épaisseur du trait. Également la Bulgarie, qui est par contre membre de l'OTAN et membre de l'Union européenne. La Bulgarie vient de tomber dans l'escarcelle également poutinesque, si l'on peut dire. Et puis il va y avoir bientôt, on a essayé de même qu'on va essayer de délayer le Brexit, d'atermoyer, de repousser, de trouver toutes sortes de prétextes pour que le Brexit n'advienne pas. On va avoir l'élection de la présidence autrichienne, qui avait été, vous vous souvenez, à la fin de l'été, qui avait été reportée, sinédiée, enfin je crois que c'est en décembre, pour des raisons purement techniques, de bulletin de vote, enfin n'importe quoi. Là on voyait bien que c'était des prétextes. Alors, il est vrai que tendanciellement, il y a un mouvement, alors on peut utiliser ce terme de populisme, mais est-il le bon ? Oui, pourquoi pas, c'est-à-dire d'attente des peuples. Je l'entends au sens positif. Au sens positif, voilà. De gouvernements qui sachent où ils vont, qu'ils soient forts, mais dans le bon sens du terme, au service des intérêts de la nation. Alors, ce n'est pas seulement l'Europe. Pensez, on n'en parle pas. Mais les Philippines, qui ont été l'une des premières conquêtes des États-Unis, à l'issue de la guerre hispano-américaine de la fin du 19e siècle. Donc les Américains avaient pris Cuba, mais ont pris les Philippines. Monsieur Duterte, pardon, vient de se rapprocher de la Chine, de tourner le dos à l'Amérique. Et c'était avant les élections, bien avant les élections américaines. Là aussi, c'est un revers diplomatique de première importance pour les États-Unis, dont devra tenir compte le prochain secrétaire d'État, le département d'État. On a déjà avancé le nom de Giuliani, l'ancien maire de New York, qui, contre vents et marées, a soutenu Trump alors que tout le monde lui tournait le dos, et surtout le clan Bush. Un homme qui a montré une certaine détermination. Alors je ne sais pas ce qu'il vaut du point de vue des affaires étrangères, je crois qu'il n'a aucune expérience, mais il a géré sa ville d'une main assez ferme. Comme vous l'avez dit, ça c'est un point très important, Trump va faire des concessions, on ne va pas rayer le mondialisme d'un trait de plume. Sauf que le libre-échange et les grands traités qui exportent, si je puis dire, ou qui délocalisent les emplois dans les ateliers du monde, que ce soit le Mexique, le Pakistan, la Chine ou l'Inde, M. Trump va s'occuper des cols bleus, c'est-à-dire la classe ouvrière ou les classes moyennes américaines, ça c'est certain. Mais donc il va faire des plaisirs aux mondialistes, à ceux-là. Il va aussi faire très déplaisir à ceux qui soutenaient le plus fort Madame Clinton, c'est-à-dire ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel, le parti de la guerre. Tout le monde, tous les analystes avaient dit que dans les 2 ans qui venaient, il y aurait avec Madame Clinton des conflits ouverts de grande ampleur. C'était annoncé partout, même par le chef d'état-major de l'armée de terre. Donc c'était une chose qui faisait déjà partie du paysage. Il faut bien noter que la guerre est le business le plus lucratif qui soit. Donc là aussi, il va y avoir des déceptions. Nous n'avons pas le temps ici d'approfondir, mais on sait que pendant le mandat de Mme Clinton au département d'État, elle avait vendu pour plus de 80 milliards de dollars d'armes à l'Arabie Saoudite. Or, avec la politique de Trump, il est clair que l'Arabie Saoudite ne sera plus persona grata certainement de la même façon. Entre autres, il y a aussi le pétrole de schiste, et donc les États-Unis sont beaucoup moins dépendants des ressources en énergie fossile du Proche-Orient. Alors, que dire de plus ? Oui,
Il y aura des concessions. Maintenant, savoir jusqu'où iront ces concessions, jusqu'où M. Trump pourra-t-il avoir la maîtrise, sachant qu'un président peut déclarer la guerre, mais il ne peut pas décider par-dessus le Congrès américain. Le Congrès américain ne peut pas décider d'un certain nombre de mesures d'intérêt premier, contrairement à ce que l'on pourrait penser ici. Ce qu'on peut dire, c'est que l'article que j'avais écrit était 2 jours avant les élections, donc on ne savait pas encore qui allait gagner. Et ce que je disais, c'est que les États-Unis avaient le choix entre poursuivre leur aventure impériale, donc qui mènerait inévitablement à la guerre mondiale, soit renoncer à l'empire et revenir à une politique isolationniste. Et Brzezinski, lui, en fait, ne propose pas, bien sûr, il propose d'éviter le conflit ouvert, ce que voulait Hillary Clinton, mais il ne propose pas non plus de revenir à une politique isolationniste, car son argument à lui, c'est de dire si les États-Unis se retirent complètement, ça va produire des problèmes, c'est-à-dire que ça risque de provoquer une guerre Iran-Arabie Saoudite, Iran-Israël. Il dit qu'en Europe, il risque d'y avoir un conflit entre les 3 plus puissants pays européens pour savoir qui doit avoir le leadership, donc l'Angleterre, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. En fait, il force le trait des conséquences négatives de l'isolationnisme. En fait, ce qu'il veut, lui, c'est il accepte le monde multipolaire et il veut négocier avec la Russie et la Chine pour partager le monde. Ce que j'avais dit, c'est qu'en fait, Brzezinski propose une sorte de conférence de Yalta 2, mais sans guerre mondiale. Et sans abandon de l'Europe orientale à la Russie soviétique. Exactement. Ce qui a été fait par Churchill et Roosevelt, l'histoire jugera du crime immense que cela a été, avec des déportations massives d'Allemands, 11-12 millions des Allemands de Prusse orientale, de l'Est, qui ont été, dans l'hiver 45, qui ont été refoulés avec des millions de morts à la clé. Et ça, aujourd'hui, on l'a totalement oublié, on l'a totalement escamoté, on l'a totalement fait passer dans les in-patchés de l'histoire officielle. Oui, et ce qu'on peut... alors, il y a une remarque à faire, c'est qu'il est tout à fait frappant de voir que c'est dans le centre historique et idéologique de la globalisation économique, qui est bien sûr couplée à l'impérialisme oligarchique, qui est nomade, qui au départ s'est accroché à l'Angleterre, le premier Commonwealth au XVIIe siècle, puis a transféré, on va dire, son siège de pouvoir, en tout cas une partie de son siège de pouvoir aux États-Unis. Mais il est intéressant de voir que c'est au cœur idéologique et historique que la globalisation économique est remise en question. Elle n'est pas remise en question par l'oligarchie, bien sûr, elle est remise en question par le peuple. Et en fait, Trump est l'incarnation de l'homme politique, entre guillemets, responsable, qui va prendre en charge les préoccupations de la population. Donc, d'une manière ou d'une autre, un Trump ou un Bernie Sanders devait émerger. Vous voyez, c'est comme une sorte de mécanique, et il fallait que ce soit au cœur de la machine impériale, au cœur dans le cœur historique de la globalisation économique, que cette remise en question soit faite, parce que ce qu'il faut dire, c'est que de manière tout à fait ironique, les États-Unis, qui ont, après la Seconde Guerre mondiale, avec les accords de Bretton Woods, la mise en place du GATT, qui va devenir l'OMC, et le Fonds monétaire international, c'est eux qui ont mis en place les institutions de la globalisation économique pour contrôler le monde par un soft power. Et ce qui est intéressant, ce qui est ironique, c'est que les États-Unis eux-mêmes ont été touchés, frappés par la globalisation économique. Ils en ont subi les conséquences. Et d'ailleurs, très tôt, dans les années 70, avec la mise en place véritable de l'ouverture des frontières, donc du libre-échangisme globalisé, l'industrie américaine s'est retrouvée en concurrence directe face aux deux plus puissantes machines industrielles sur le plan quantitatif et qualitatif, c'est l'Allemagne et le Japon.
les industries allemandes et japonaises ont contribué dans ce système libre-échangiste à la destruction de l'appareil industriel américain. Donc on voit le cœur de la globalisation être touché lui-même par la globalisation. C'est vraiment très intéressant. Alors on va dire que je me comporte en idéologue, en homme à marotte, mais je vais dire que le propos des oligarchies, des synarchies mondialistes n'a jamais été l'intérêt du peuple américain, mais son propre intérêt, non pas seulement sa soif d'argent, mais sa soif de puissance et d'hégémonie. Puissance et hégémonie allant de pair. Est-ce que je peux faire juste une insiste pour compléter mon propos? On a vu dans les années 70, particulièrement à partir de 73, un basculement, c'est-à-dire un changement de paradigme économique aux États-Unis. On avait jusqu'aux années 70 une politique industriel, on peut appeler le Fordisme, c'est-à-dire un paternalisme industriel mutuellement profitable aux détenteurs du capital et aux travailleurs. Et à partir des années 70, on a vu un véritable basculement, c'est-à-dire que ce sont les banquiers qui ont mis la main sur l'appareil d'État et qui ont ouvert la boîte de Pandore, c'est-à-dire qu'ils ont transformer l'économie américaine d'une économie industrielle, donc une économie réelle, à une économie apatride, spéculative et foncièrement destructrice de l'économie réelle. Cosmopolite. Je sais, vous venez de me retirer les mots de la bouche. Je voulais parler du capitalisme patrimonial, du capitalisme industriel, et non pas comme cet imbécile de M. Mélenchon pense qu'il n'y a qu'un seul capitalisme, le capitalisme industriel, même s'il dégage une plus-value, ce que stigmatisait M. Karl Marx. Le messianiste Karl Marx, rien à voir avec l'économie de l'usure, de la dette, qui est aujourd'hui installée, la financiarisation. Alors, actuellement, je ne dis pas que tout l'édifice s'écroule, mais l'édifice, d'une certaine façon, a peut-être eu un peu plus qu'un coup d'épingle. Les peuples rejettent un système qui les affame. Au fond, un peu comme très rapidement, avant la deuxième révolution bolchevique, celle de 1929-1934, effectuée avec la dékoulakisation et l'industrialisation lourde de la Russie. On transforme le socialisme réel en socialisme de caserne, mais très rapidement, les paysans, les ouvriers s'étaient révoltés contre les ambitions mondialistes. Déjà à l'époque, jamais Lénine n'a voulu le bonheur du peuple russe. Il voulait une révolution mondiale. Jamais. On arrive au centenaire de cette révolution bolchevique, c'est pour ça que je dis on va peut-être penser que j'ai des manies, mais on va découvrir que le projet léniniste de révolution mondiale, d'empire collectiviste, communiste mondial, n'ont rien différent du projet de gouvernance mondiale des hyperpuissances financières. Nous sommes dans le même cas de figure. Là, il y a peut-être un coup d'arrêt. Pensons, je dis aussi en Asie, avec monsieur Duterte. Avec monsieur Duterte, pensons à l'Europe et à tous les mouvements. Alors, Madame Le Pen, je tiens à m'adresser à elle, mais si vous voulez avoir une chance, pas de passer, ça, vous avez une grande chance de passer dans la foulée de M. Trump, dans le sillage de M. Trump, équipez-vous rapidement d'hommes, organisez-vous. Aujourd'hui, vous ne pourrez pas diriger quelques jours ce pays si vous n'avez pas les cadres responsables qui vous entoureront. Et c'était déjà l'un des grands défauts de votre père, Monsieur Le Pen, qui avait une petite équipe restreinte autour de lui, qui avait aussi une cour assez fournie, mais qui n'a jamais compris et su qu'il fallait avoir des troupes, des technostructures, n'ayons pas peur du mot, des technocadres capables d'exercer les responsabilités. Et non pas seulement des lobbyistes. Et pas seulement des lobbyistes ou des hommes de communication. L'édifice ne s'est pas effondré, mais l'édifice a été ébranlé. L'édifice a aussi d'immenses capacités de résilience, de reconstruction.
D'autant que même au plan politique, on peut penser que déjà il y a une troisième mi-temps qui est en marche, non pas à échéance du 19 décembre et des grands électeurs, ni même à échéance du 20 janvier, mais beaucoup commencent, des analystes solides, mais politiquement corrects, commencent à penser à la destitution de M. Trump et à toutes les peaux de banane qu'ils vont pouvoir lui mettre dans les pattes, ou dans les jambes ou sous les pieds. J'avais été surpris de la rapidité et à la limite de l'élégance avec laquelle Mme Clinton avait appelé le vainqueur de l'élection, M. Obama, qui reçoit très rapidement, tout à fait parfaitement à l'aise. Mais une chose encore plus surprenante, tout le monde a remarqué de la réunion 10 heures après la communication des résultats, de la façon dont était habillée Mme Clinton. Cette couleur violette, qui s'appelle le pourpre, la pourpre carolinense, qui est aussi la pourpre de la colère, qui est également la couleur qui était celle des sénateurs romains dans la Rome antique. Et de celle de la prostituée de Babylone dans l'Apocalypse de Jean. Merci de le rappeler. Merci. Cette couleur pourpre donnait le signal d'envoi de manifestations qui se répandaient à travers les États-Unis. En quelques heures, 200 manifestations et qui ne se démentent pas. On sait qu'il y a une agitation culturelle, façon les révolutions colorées, et ce sont des ONG soutenues par M. Soros. Toujours M. Soros, l'homme qui est derrière les vagues d'immigration en Europe et en France en particulier. M. Soros qui, par ses réseaux, qui a une extraordinaire maîtrise de la toile et des réseaux sociaux, aujourd'hui est en train d'organiser cette troisième manche, ou cette troisième mi-temps. Et là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais faut-il la craindre? Faut-il... Alors c'est pour ça justement que je disais que si Trump veut sauver sa peau et son mandat, il doit s'aligner sur une des composantes de l'oligarchie. Une des composantes, voilà. Celle représentée par Brzezinski. S'il se met tout le monde à dos, il risque soit un renversement avec une révolution colorée, soit purement et simplement se faire tuer. C'est bien comme moi que le risque est réel. Oui, le risque n'est pas négligeable. On voit des dizaines de milliers de jeunes Américains appartenant pour beaucoup aux minorités, moins ethniques que sexuelles, qui aujourd'hui se mobilisent. Et je pense que cette mobilisation, c'est comme ça que la révolte ou la révolution du Maïdan a commencé en 2004, puis en 2014, toujours de la même façon. Sans oublier, en octobre-novembre 2011, pendant les élections en Russie, il y a eu une tentative de déstabilisation de la Russie pour empêcher Poutine de gagner des élections. Et on dirait que Soros est en train d'essayer de faire exactement la même chose aux États-Unis. Ce qui en dit long d'ailleurs sur la démocratie profonde. On parlait tout à l'heure de M. Hollande, sur notre classe journalistique qui apparemment n'avait rien compris ni avant ni après, n'avait rien prévu non plus, puisque au lendemain de l'élection et dans les jours qui ont suivi, c'était toujours un concert d'insultes, d'invectives, de sarcasme à l'égard du président Trump, ce qui en fait ne se fait pas. C'est d'ailleurs condamné par la loi française. Ce qu'il faut dire, c'est ce que les oligarques et leurs représentants doivent comprendre et entendre, c'est que un pays en crise économique, qui voit une population qui est en souffrance, comme aux États-Unis, qui n'a pas un représentant qui prend en charge les attentes, les aspirations de la population, est un pays, donc un système politique qui risque d'imploser. C'est-à-dire que s'il se débarrasse de Trump, qui est en fait une énorme soupape, Trump, il permet même s'il n'est pas encore à la Maison Blanche, il permet à la population américaine d'avoir une perspective. Si on supprime cette perspective, le système américain fédéral risque d'imploser. Donc et je me demande même si c'est ce qu'ils ne veulent pas au fond, mais s'ils veulent un empire stable, ils ne peuvent pas détruire son assise principale qui est les États-Unis d'Amérique. Donc il faut faire... Il faut tuer un peu la poule aux œufs d'or, mais pas trop. Il faut l'éventrer calmement. Il faut faire attention. Il joue avec des forces historiques
extrêmement puissante qui dépasse les individus et qui dépasse les oligarchies. Trump n'est pas arrivé au pouvoir par hasard, il correspond à un basculement historique et idéologique. Si on le supprime, c'est peut-être les États-Unis eux-mêmes qu'on va supprimer. Je pense que c'est effectivement la conclusion qui s'impose. Les anti-Trump peuvent contrebattre son pouvoir, alors ils vont essayer de le circonvenir, mais je ne pense pas personnellement, et vous non plus, que Trump ait l'étoffe d'être le Tsipras américain. Tsipras qui s'est fait réélire sur des promesses, qui le lendemain matin les avait trahis de la façon les plus hontées, qui est toujours en place, mais c'est vrai que la manne céleste de l'argent des contribuables européens se déverse, notamment à travers d'ailleurs les immigrés, que Tsipras accueille à bras ouverts, mais ça il l'avait annoncé depuis toujours, se déverse sur la Grèce et donc permet à la Grèce de garder quelques narines, au moins une narine en dehors de l'eau. Je pense qu'on ne peut pas se séparer sans évoquer, puisque nous avons évoqué la politique étrangère, mais qui aujourd'hui est presque plus importante. Le libre-échange, c'est de la politique étrangère, économique, que le reste. Nous avons échappé au risque imminent de Troisième Guerre mondiale. Tout risque n'est pas totalement écarté, mais avec Madame Clinton, le spectre c'est un peu éloigné. Quid d'Israël? Nous avons évoqué brièvement l'Arabie Saoudite. Quid d'Israël? On sait que l'un des gens de M. Trump est juif orthodoxe, qu'il entre d'ailleurs dans l'équipe gouvernementale de M. Trump, que sa fille Ivanka, elle vend déjà des petits bracelets, des petites babioles. M. Trump est un homme d'affaires qui ne perd pas le nord. Alors, que dire? Il a notamment évoqué la possibilité de reconnaître Jérusalem comme la capitale diplomatique politique d'Israël, ce qui est en fait, il faut bien le dire, déjà le cas. Je pense pour la plupart des chancelleries ou pour nos journalistes qui ne savent même pas que la capitale d'Israël c'est Tel Aviv. Et donc à Jérusalem, la France n'a qu'un consulat général, qui s'occupe des Palestiniens, et il n'y a pas d'ambassade. D'ailleurs, normalement, il ne doit pas y avoir beaucoup d'ambassades étrangères à Jérusalem. Mais en faisant cette concession, ça doit s'arranger, puisque l'essentiel n'est pas là. La question palestinienne ne se réduit pas, même si elle a une puissance symbolique formidable, à la question de Jérusalem. Et comment peut-on voir évoluer les choses sur le Proche-Orient? Alors on voit que Donald Trump, pendant toute la campagne, a très largement ménagé le lobby pro-israélien. Il a ménagé les Israéliens, il a ménagé Netanyahou, et mais en envoyant par-ci par-là des petites piques, en disant devant l'AIPAC qu'ils n'avaient pas besoin de leur argent. Et donc il a dit très franchement, c'était peut-être pour leur faire comprendre de manière implicite qu'ils ne pouvaient pas le contrôler directement. C'est-à-dire qu'il est autonome et en tout cas c'est ce qu'il prétendait, être autonome et ne pas dépendre de tel ou tel lobby. Mais le fait qu'il ait eu des mots aussi sympathiques, aussi gentils vis-à-vis d'Israël, démontre une chose claire, c'est que ce qu'avait déjà démontré Stephen Walt et John Mearsheimer, c'est qu'on ne peut pas accéder à la Maison Blanche sans l'appui du lobby pro-israélien. C'est une évidence. Maintenant, il faut donc juger sur pièce et voir quelle politique va mener véritablement Donald Trump lorsqu'il sera à la Maison Blanche vis-à-vis d'Israël. Mais il y a une chose qu'on peut déjà dire, si Donald Trump mène une politique, je dirais pas isolationniste, mais à la Brzezinski, c'est-à-dire se retirer un petit peu du jeu, négocier avec la Russie et la Chine sur le plan géopolitique et économique. S'il fait ça, cela va desservir la politique israélienne, puisque ce que veulent les Israéliens, c'est que les États-Unis poursuivent leur travail de destruction du monde musulman. Je rappelle ici que les campagnes militaires menées par les États-Unis depuis 2001-2002 contre le monde musulman ont été faites sous l'impulsion du lobby pro-israélien et des dirigeants israéliens. À partir du moment où Donald Trump, s'il fait ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il combat Daesh, qu'il s'allie à la Russie de Poutine pour calmer le jeu au Proche-Orient et soutenir Assad, là, indirectement,
il se confrontera aux desiderata israéliens, tout comme Poutine, même si Poutine entretient de très bons rapports avec les Israéliens. Très. Mais la politique qu'il mène au Proche-Orient va à l'encontre des intérêts des Israéliens. Donc il faut bien distinguer la diplomatie d'apparence et la réalité militaire et géopolitique sur le terrain. Donc si Trump mène la politique qu'il a annoncée sur le plan géopolitique, sans confrontation contre Israël et sans même soutenir les Palestiniens, de toute manière, il ira à l'encontre des intérêts d'Israël. De toute façon, Israël est en perte de vitesse. Depuis que la Russie est entrée dans la danse en Syrie, Israël a perdu la maîtrise des airs, même si de temps en temps on frappe encore certains objectifs à proximité du Golan. Je parle des F-16 américains, des F-16 qui sont américains à l'origine, mais des F-16 israéliens. Les S-300 et les S-400 ont créé une zone d'interdiction, de facto d'interdiction aérienne, à commencer par la flotte de guerre israélienne. Monsieur Netanyahou doit en avoir conscience, qui s'est précipité dans les bras de Monsieur Trump pour le féliciter, pour le flatter. D'autant que Monsieur Trump a affiché, et ça on peut penser qu'il s'y tiendra, que là pour le coup les États-Unis vont faire ce qu'ils n'ont jamais véritablement fait, c'est-à-dire matraquer les positions de Daesh, éliminer et éradiquer l'État islamique. Donc adieu au grand projet d'un Sunnistan, d'un pays sunniste enclavé entre le pays des chiites, des Irakiens chiites et la Syrie, donc pays enclavé, mais c'était prévu. Hein. On réduisait un peu Daesh, on les civilisait, on les domestiquait plus ou moins, on prenait des rebelles modérés façon Fabius, et puis on crée ce Sunnistan. Donc la donne a changé depuis l'intervention de la Russie, et une intervention qui n'a fait que se renforcer, avec une perte, il ne faut pas l'oublier, une perte aussi de position et d'influence à travers la Turquie. Ça serait un autre sujet, nous y reviendrons peut-être une fois prochaine. Donc le Daesh, éradiquer Daesh, c'est aussi affaiblir les positions de l'Arabie Saoudite. Je pense qu'on peut dire que les jours de Riyad et le monde de Doha, du Qatar, sont désormais comptés. Ils étaient déjà comptés, mais le compte à rebours s'accélère. Au moment même où Riyad ouvrait une ambassade en Israël, et réciproquement au moment où les liens incestueux, les liens contre nature entre Israël et l'Arabie wahhabite, c'est le baiser de la mort. Le baiser de la mort. Donc on voit bien que M. Netanyahou a un peu le cul entre deux chaises. Ajoute, et c'est là, ce sera pour moi presque le mot de la fin, que contrairement à ce que l'on pourrait penser, le monde juif n'est surtout pas quelque chose d'homogène, ni en France ni ailleurs. La LICRA ne représente pas toute la communauté juive. Les juifs new-yorkais sont cosmopolites. D'ailleurs, il y a plus de juifs à New York qu'il n'y en a dans tout Israël. Dire, ne suivent pas forcément la politique d'Israël, et ce sont deux choses tout à fait distinctes. D'ailleurs, une grande partie de la communauté juive religieuse ne reconnaît pas Israël en tant que tel, puisque ce qu'ils visent et ce qu'ils cherchent à travers, non seulement c'est l'avènement du Messie, mais la Jérusalem terrestre. Donc Israël, l'enracinement dans une terre à la façon de la gentillisse, n'est pas de leur ressort. Donc comprendre que cette question donc la question israélienne est extraordinairement complexe. Un mot? Je pense qu'on ne va pas entrer dans tous les détails maintenant. Je pense qu'on a tout dit. Si on poursuivait, alors si on essayait d'imaginer la politique prochaine, future d'Israël, la seule chose qui leur resterait en main, si Trump reste sur cette ligne, qui ne se fait pas tuer, qui ne se fait pas renverser, il pourrait, les Israéliens, renversé par un autobus. Les Israéliens pourraient mener une politique de fait accompli, c'est-à-dire tenter de déclarer une guerre à l'Iran pour entraîner les États-Unis, ou alors... Ils n'en ont plus les moyens, je pense. Ils n'en ont... Sauf avec leurs fusées, mais là, ça serait terriblement grave. La seule chose qui pourrait entrer, Jéricho, si Trump renonce au plan de remodelage du monde musulman et que les Israéliens voient que tout est perdu, ils peuvent
mener une politique extrêmement dangereuse au Proche-Orient, c'est-à-dire unilatéralement commencer à menacer l'Iran et compter sur le lobby pro-israélien aux États-Unis pour entraîner avec eux les États-Unis. C'est la seule solution, à mon sens, qu'il leur resterait, et ça reste assez peu probable. C'est pour ça que je voulais pas m'avancer. Il faut attendre. C'est difficile de savoir. Avançons à pas compter. En tout cas, pour l'anecdote, aujourd'hui, pour l'échec de Mme Clinton, il faut bien le dire, qu'il y a 51% des voix, elle a plus de voix que n'en a M. Trump, mais elle a 128 grands électeurs contre 190. Alors pour l'anecdote, il y a un grand coupable, c'est le FBI. Avec ses révélations. Je pense qu'il y aura des règlements de compte d'ici la fin de l'année. Avez-vous un message à adresser au président Trump? Il n'a pas pensé à ça. Non, j'avais pas pensé à ça. Non. Alors moi j'en ai un pour nous deux. Il faut lui demander d'urgence, non pas de donner son pardon, parce que les journalistes français disent pardon, c'est pas un pardon, de faire grâce aussi bien à Assange, qui est enfermé dans l'ambassade équatorienne de Londres, à Snowden, et puis le gentil, très gentil petit transsexuel. Comment s'appelle-t-il? Qui est en prison aux États-Unis. Mais si, il est aussi important qu'Assange et Snowden, même si on n'en parle pas. Les 400 000 messages sur l'Irak, c'est lui. J'ai pas son... Écoutez, personne ne peut nous aider ici. Alors il a fait une deuxième... Ça y est, j'avais son nom sur le bout de la langue. Il a fait une deuxième tentative de suicide. Il ne mérite pas de croupir pendant 30 ou 40 ans en prison, ce à quoi il a été condamné. D'accord. Oui, non, mais il est aussi d'accord. important qu'Assange et Snowden. C'est pas le même genre, voilà. Même genre, non. C'est pas le même genre, sans se prendre du terrain. Alors voilà le message que je voulais envoyer à Trump, qu'il accorde sa grâce, sachant que M. Clinton, lui, avait accordé sa grâce au moment de quitter le pouvoir à une poignée de super truands, d'escrocs majeurs, enfin des gens qui avaient pillé à la fois le peuple américain et les caisses de l'État, et M. Clinton, qui était grand, fort et généreux, leur avait accordé le pardon, comme on dit en franglais. Merci à toutes, merci à vous. Merci à vous, Youssef, et merci à toutes et à tous à nouveau, et merci au frère Buffet. Merci à vous, à bientôt.